On n'aime pas le double discours, on n'aime pas Bandoka gentil, on n'aime pas de partout par. Y'a la vaille. Bonjour et bonsoir amis auditeurs de Mind Radio, bienvenue à ce 18e numéro de Challenge Parlons-en. Avec pour invité Monsieur André Sylvain Conan, qui est un intellectuel ivoirien, il est journaliste et il est aussi écrivain et surtout il est un très grand analyste politique. Donc son thème pour ce soir c'est bien entendu quel est l'apport communicationnel des intellectuels ivoiriens en cette période préélectorale pour la réconciliation et la cohésion en Côte d'Ivoire. Voilà, notre invité est déjà là, il est bien installé. Amis de Zeno, merci pour votre présence. Amis de Conférence Call, merci pour votre présence. Et amis de Zoom, voilà, c'est parti. Nous allons dire bonsoir à notre invité. Et bien entendu, je suis Charlène Mossou et nous sommes aussi aujourd'hui samedi 29 juillet 2023. Bonsoir, monsieur Sylvain. Bonsoir, Charlène Mossou. Voilà. Donc, nous sommes ici pour vous écouter en tant qu'intellectuel ivoirien. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et voilà, il y a trop de choses. L'actualité est tellement bouillante, chaud bouillante à tous les points du monde, depuis l'Europe, en passant par l'Afrique, l'Amérique, partout ça boue. Mais on veut se concentrer un peu sur notre actualité en Côte d'Ivoire. Et vous êtes libre par moment de déborder. Si vous voulez faire des petits parallèles par rapport à ce qui se passe autour de nous, c'est votre émission. Et voilà. Nous sommes là pour 45 minutes comme vous nous avez donné. Et voilà. Donc, comment l'émission va se dérouler, vous allez faire un petit exposé sur votre thème. Et bien entendu, autour de ce que vous allez dire, nous allons commencer à construire l'émission et nous allons venir avec nos questions. Bonsoir, monsieur André Sylvain Conan, et le micro est à vous. Merci, Charlène Mossou. Merci aux auditeurs de Mind Radio. C'est avec un grand plaisir que je réponds donc à cette invitation. J'aime bien répondre aux invitations qui convoquent la pensée, la réflexion, le haut niveau, l'excellence. Et c'est dans ce sens-là que j'ai répondu à cette invitation. Évidemment, j'ai été appelé pour échanger avec vous autour du thème de l'apport communicationnel sur des intellectuels en période préélectorale dans le cadre de la réconciliation et de la cohésion. Je ferai un développement bref avec un commentaire sur l'actualité africaine et par la suite, le débat pourra être ouvert. Voilà. Et donc, tout de suite, avec votre permission, je dirais que pour moi, l'apport communicationnel, parce qu'il y a il y a au moins 4 mots clés, sinon 4 expressions clés dans les thèmes qui nous réunissent aujourd'hui. L'apport communicationnel, que moi, j'appelle davantage approche communicationnelle des individus, parce que en matière d'approche communicationnelle, il y a bien l'approche communicationnelle des individus, mais aussi celle des organisations. Mais je pense que là, on parle des individus, vu qu'on parle des intellectuels, qui est le deuxième mot-clé de ce thème. Eh bien, je pense que c'est davantage leur manière de présenter les sujets, l'actualité, leur manière de se comporter sur leurs différentes plateformes, dans les médias, en public, leur prise de position et tout cela. Et évidemment, tout cela intervient dans un cadre de période préélectorale. Et évidemment, ça n'a pas été spécifié, mais ce sont les élections municipales et régionales du 2 septembre 2023 en Côte d'Ivoire, qui, chacun de nous l'espère, vont se passer dans un cadre de paix, de réconciliation et de cohésion. Pour moi, pour l'apport donc des intellectuels à ce niveau n'est pas seulement dans le cadre seulement des élections, dans un cadre dans un cadre préélectoral ou non, mais pour moi, tout intellectuel devrait être guidé par le haut niveau, 2 par la modération. Très souvent, il y a beaucoup d'excès et malheureusement, ces excès-là ne nous permettent pas aux masses, au grand public de comprendre certains enjeux et ça nous éloigne, si vous voulez, de ce qui devrait être l'essentiel pour les peuples africains. Et pour moi, le troisième apport, c'est vraiment la promotion de l'excellence. Voilà, il y a un peu trop d'amusement
il y a un peu trop de, bon, je ne veux pas employer de mots excessifs non plus, mais souvent, il y a une tendance vers la banalité, voire la banalisation. Et cela, pour moi, le rôle de l'intellectuel, c'est d'attirer l'attention des uns et des autres en disant, attention, ici, on devrait un peu plus promouvoir l'excellence, on devrait un peu plus relever le niveau. Et puis, pour moi, l'intellectuel, en toute période, vous voyez que pour moi, c'est pas seulement en période préélectorale, mais en toute période, il devrait avoir une posture basée sur l'argumentation. Mais cette argumentation devrait être fondée aussi bien sur les faits que sur les tests. Et c'est ce que j'essaye moi-même d'appliquer. En ce qui concerne donc l'actualité africaine, on va dire, c'est le développement surprenant qui s'est déroulé donc au Niger, qui est pour moi encore un toxin qu'on apporte au processus démocratique en Afrique. Et je le dis de façon constante, c'est que bien sûr les coups d'État, les rébellions, les tentatives, les braquages d'élections, les tripatouillages de constitution, les troisième mandats et autres, tout cela, ce sont des avatars de la non-acceptation du jeu démocratique. Très souvent, de nombreuses personnes des Africains notamment, y compris des intellectuels de très haut niveau, ont estimé que l'Afrique n'était pas encore prête pour la démocratie, du moins, sinon que les Africains devraient avoir un système à eux. Moi, chaque fois qu'on me dit cela, ça me fait souvent rigoler parce que nous avons tout connu en Afrique, presque. Nous sommes passés des monarchies aux tyrannies, en passant donc par les régimes de partis uniques, les régimes militaires, les semblants de démocratie et autres. Mais ça n'apporte pas grand-chose. En définitive, la seule chose que nous ne faisons pas en Afrique, pour la plupart des pays, c'est effectivement d'appliquer la démocratie. Donc, le problème, ce n'est pas la démocratie comme on l'entend en Afrique, mais c'est la non-application de la démocratie. Parce que, vous voyez, par exemple, là, il y aura des élections en septembre 2023 en Côte d'Ivoire, mais un candidat qui vient avec des loupards, ça n'est pas la démocratie. Un candidat qui braque l'élection, ça n'est pas la démocratie. Des organisateurs d'une élection qui inversent les résultats, ça n'est pas la démocratie. Et donc, je pense que la chance pour l'Afrique réside dans l'application de la démocratie et non dans le refus de l'application de la démocratie. Et pour moi, donc, les intellectuels africains, ivoiriens et burkinabés, nigériens, sénégalais, en tout cas, tous les pays africains devraient militer, mais fermement, avec beaucoup d'abnégation et de structure, pour que dans nos pays africains, l'on commence à appliquer la démocratie. Voilà un peu brièvement mon introduction et j'espère que les échanges seront constructifs. Ok, merci bien, monsieur André. Monsieur André Sylvain Conan, donc vraiment merci pour votre exposé, hein, il était très court. Amis auditeurs, vous qui venez de nous prendre en marche, vous n'avez vraiment rien raté, hein, l'exposé n'était pas aussi long. Et je pense que déjà à travers le thème, vous pouvez déjà penser aux questions que vous allez poser à notre invité. Donc déjà, pour commencer, je vais demander à notre invité comment il va. Comment allez-vous, monsieur André? Oui, je vais très bien, je vais super bien. Pardon, monsieur Conan. Comment va la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire va bien. Là, effectivement, on attend les élections en septembre. Le pays se construit sur le plan macroéconomique et ça va. Les indicateurs sont ouverts. Un taux d'inflation qui est maîtrisé, un produit intérieur brut qui est assez élevé, les revenus à l'intérieur, donc le PNB qui est aussi bien. Donc, au niveau des agrégats économiques, ça va, les infrastructures sortent de terre, les routes, les ponts, mais il y a au niveau de la tendance microéconomique, donc les revenus des habitants, le panier de la ménagère, la vie chère,
la distribution équitable des fruits de la croissance, bon, là, il y a encore des efforts à faire. Donc, apparemment, comment est-ce qu'on peut noter de 0 à 10, combien on peut noter la santé du pays? Non, c'est ce que j'ai dit. Sur le plan macroéconomique, c'est bon. Pour être honnête, je pense que après le président Félix Houphouët-Boigny, le pouvoir du président Alassane Ouattara travaille davantage dans le sens de l'établissement des infrastructures de base qui sont évidemment le préalable pour tout développement. Donc je ne peux pas donner de notes comme ça, mais je pense que si on devrait les noter tous sur le plan macroéconomique, je répète là, sur le plan macroéconomique, il dame le pion à ses prédécesseurs, à part bien sûr le président Félix Houphouët-Boigny. Maintenant, sur le plan microéconomique, il y a encore des efforts à fournir. Évidemment, ça c'est un peu difficile de comparer, d'autant que sous le président Laurent Gbagbo, c'était donc la rébellion, quand bien même il a eu 2 ans auparavant. Après, il y a eu le coup d'État qui a interrompu le pouvoir du président Henri Konan Bédié, quand bien même il a eu 6 ans aussi justement pour accomplir ces 12 chantiers de l'éléphant d'Afrique. Mais pour moi, le bilan il est mitigé sur le plan microéconomique, mais il est bon sur le plan macroéconomique. Ok. Et donc, quand vous avez parlé de panier de la ménagère, vous faites allusion au plan microéconomique, c'est ça? Oui. La vie chère, voilà, le revenu des habitants, c'est vrai qu'il y a eu un accroissement selon les chiffres du taux de pauvreté qui a un peu baissé, mais je pense que avec le niveau d'endettement du pays, contre lequel je ne suis pas forcément pour lequel je suis pas forcément contre, mais s'il y avait donc une meilleure utilisation des ressources, surtout dans le sens de la répartition des fruits de la croissance, je pense que ça irait davantage mieux. Voilà, comme on le dirait, peut mieux faire. Ok. Donc là, maintenant, je voulais poser la question maintenant d'un point de vue politique. Comment va le pays d'un point de vue politique? Sur le plan politique, je n'aime pas beaucoup ce qui se passe parce que moi, je suis un partisan de l'anti-3e mandat. Donc, déjà depuis 2020, j'ai pas accepté le 3e mandat. Je pense qu'il n'aurait pas dû être fait. Et aujourd'hui, au niveau de la politique, je pense que il y a encore des efforts à accomplir dans le sens de la transparence démocratique, dans le sens de la transparence du jeu électoral. Il y a beaucoup d'efforts à accomplir. Ok, donc on va aller là maintenant avec une question plus précise, puisque vous êtes déjà avec ça. Sur le point politique, c'est vraiment très ambigu, c'est vraiment compliqué de se prononcer en tant qu'intellectuel. Donc, quelle est votre analyse de ce qui se passe avec la liste électorale et aussi de la révision de la Constitution? Non, par contre, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on dise que il est difficile de se prononcer, que les intellectuels, c'est difficile pour les intellectuels de se prononcer. Je pense que c'est faux. Vous avez donc, moi je m'exprime, ceux qui pensent qu'ils peuvent s'exprimer, ils s'expriment, mais en fait, je vais vous surprendre, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas tant le fait qu'il y a une épée de Damoclès qui plane sur la tête des intellectuels, mais c'est le fait justement que de nombreux intellectuels sont dans les compromissions. J'insiste vraiment là-dessus. De nombreux intellectuels sont dans les compromissions et donc font croire que il y a une épée de Damoclès qui plane sur les têtes pour justement refuser de s'inviter dans les débats sérieux, dans les débats politiques. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. À preuve, c'est que nous exprimons, il n'y a pas de problème. D'autres personnes s'expriment, disent ce qu'ils veulent, mais bien sûr, il y a certains activistes. Vous prenez par exemple le cas de Pulchérie Balé qui a été arrêté au moins à 2 reprises. Mais qu'est-ce qui se passe avec elle, par exemple? Elle ne peut pas être maintenue en prison parce que justement, elle ose parler. Voilà. Mais ceux qui n'osent pas parler sous le couvert de ce que quelque chose est arrivé à Pulchérie Balé est là pour leur prouver qu'elle continue de parler. Vous voyez.
Donc, en réalité, les gens refusent de s'exprimer très souvent parce que ils sont eux-mêmes dans des réseaux, dans des cercles, dans des régimes de compromission avec tel ou tel parti politique. Et donc, pour masquer donc cette partialité, ils préfèrent le refuge de ce qu'il y a menace sur leur personne. Mais très souvent, c'est faux. Ok, je comprends. Donc, dans ce cas, que dites-vous avec, quelle est votre analyse de ce qui se passe avec la liste électorale alors? Mais qu'est-ce qui se passe avec la liste électorale? Si la question est un peu plus précise, peut-être que... Pas encore. Il n'y a pas encore de liste définitive. Je pense qu'il y a un chronogramme, je ne maîtrise pas très bien la date, mais la liste définitive n'est pas encore rendue publique. D'accord. Et concernant la révision de la Constitution, que pensez-vous? Quelle est l'analyse que vous faites de ça? Êtes-vous pour cette révision ou pas? Moi, je me suis prononcé sur l'affaire, c'est que j'estime que la révision n'a pas obéi dans sa forme au processus normal selon la Constitution elle-même. Voilà. Et donc, j'estime que un État, surtout les plus hautes autorités, sont celles qui devraient appliquer la Constitution. Voilà. Mais l'article 177 nouveau de la Constitution, donc cet article qui a été revu en 2020 sous l'instigation donc du pouvoir RHDP, a été violé par ceux qui ont initié donc le processus de révision, parce que cet article dit que les tests doivent être présentés devant l'une des deux chambres du Parlement, alors que les tests de révision ont été donc proposés devant les deux chambres en même temps. En clair, les instigateurs de la révision ont préféré la Constitution de 2016 qui a été révisée en 2020. Cela n'a aucun sens, d'autant que ce sont eux-mêmes qui ont porté cette révision et que ce sont eux-mêmes qui devraient pouvoir être les garants de l'application de cette Constitution. Ça, c'est la première chose, mais ça, c'est dans la forme. Dans le fond, je me méfie aujourd'hui des révisions de Constitution pour une raison toute simple. En 2016, au moment où la Constitution actuelle devrait être révisée, de nombreuses personnalités du RHDP nous ont fait croire que cela était impossible dans tous les schémas possibles. Je cite bien le ministre Bakongo, que le président Alassane Ouattara soit candidat pour un troisième mandat. Et bien, en 2020, il a été candidat et le Conseil constitutionnel a validé sa candidature, étant entendu que ce Conseil disait que cette candidature était conforme à la Constitution, ce qui était une hérésie, d'autant que ceux-mêmes qui ont fait adopter la Constitution disaient aussi bien dans l'esprit que dans la lettre que c'était impossible. Donc, je me méfie aujourd'hui de tout ce qui est modification de la Constitution. D'accord. Donc, M. André Sylvain-Conan, je vais finir avec je vais vous poser ma dernière question, ouvrir le débat à nos auditeurs qui sont là pour vous, poser des questions. Donc, en un mot, quel est l'apport de vous, monsieur Conan, quel est votre apport communicationnel en tant qu'intellectuel ivoirien? Quel est votre apport dans tout ce qui se passe dans toute cette période-là? Qu'est-ce que vous faites pour apporter vraiment la cohésion et puis l'entente pour que les choses aillent de plus belle? Quelle est votre contribution en tant qu'intellectuel? Nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est de dire ce que nous disons maintenant, à savoir que les règles doivent être respectées par tous, et parce que comprenez bien que nous n'avons pas le pouvoir de la décision, et donc nous ne pouvons rien décider. Nous avons aujourd'hui le pouvoir, si vous voulez, de la parole, et c'est ce que nous faisons. Nous disons simplement que il est important que les Ivoiriens commencent à s'accoutumer du haut niveau de l'argumentation structurée, que les dirigeants eux-mêmes commencent à appliquer la démocratie, parce qu'on n'est pas dans la démocratie, que les décisions qui sont prises soient frappées du sceau de la légalité, des règles qui ont été établies, et que celles-ci doivent être équitables pour tous. Nous jouons aujourd'hui des rôles d'alerte, de sentinelle, de conseil, comment dire, nous attirons l'attention des décideurs, aussi bien des élites que des masses, sur ce que, par exemple, nos tests disent, sur ce que, par exemple, certaines personnes ne voudraient pas qu'on s'oriente vers certaines discussions. Nous sommes là pour dire non, rien n'est tabou.
nous devons avoir des débats transparents. C'est ce que l'intellectuel peut faire parce qu'il n'a pas de pouvoir de décision. Voilà. Aussi, moi, je suis un partisan de ce qu'il ne faut pas confondre, il ne faut pas mélanger les genres. Un intellectuel peut être un activiste, mais un intellectuel n'est pas obligé d'être un activiste. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en ce qui me concerne, moi, je pose des actes citoyens, mais mes actes citoyens se limitent à la promotion de l'excellence, par exemple, au niveau national, au niveau de l'école. Ça, je pose des actes, je récompense des jeunes, je me rends dans les établissements pour parler aux jeunes, pour leur montrer que c'est possible de réussir dans nos pays africains en partant de rien, en n'étant pas forcément un enfant de l'establishment. Et ça, c'est mon apport citoyen. Voilà. Après, le pouvoir de la décision incombe à ceux qui sont au pouvoir. D'accord. Merci bien, monsieur Conan. Nous allons ouvrir là maintenant notre causerie. Donc, chers amis auditeurs, notre invité est à vous. Je vais commencer avec monsieur Kokora. Après monsieur Kokora, monsieur Souleymane Traoré se prépare. Allez-y, monsieur Kokora. Bonsoir. Bonsoir à vous, Charles. Et présentez-vous, monsieur Kokora, s'il vous plaît. Ok, je suis Zizim Bernard Kokora, secrétaire national adjoint du RHDP en charge donc des militants de l'extérieur. Plus précisément en charge de l'Amérique du Nord. Je voudrais donc saluer M. André Sylvain Conan, qui est un brillant intellectuel, qui n'est plus à présenter, mais aussi vous dire merci pour cette occasion que vous donnez à la diaspora pour pouvoir donc discuter avec un frère de tout le pays. Alors, j'ai peut-être un petit commentaire sur l'analyse qu'il a faite au niveau donc de l'économie, et puis après je poserai une question sur le thème même en tant que tel, sur l'apport donc des intellectuels en cette période préélectorale. Le commentaire que je voudrais faire, c'est qu'il a abordé la question donc de l'économie en disant que on aurait pu faire mieux si la croissance ou bien la richesse avait été redistribuée d'une façon, je dirais, beaucoup plus importante ou dans une proportion beaucoup plus importante. Je dirais à M. André Sylvain Conan que sous la gouvernance du président Ouattara, je crois que la distribution de la richesse a été au cœur de son action. Et plusieurs indicateurs donc le démontrent. Vous prenez par exemple les salaires donc des fonctionnaires donc ont été améliorés de façon significative, pratiquement doublés. D'autres même vont vers le triple parce que depuis 2015 vous avez donc le déblocage des salaires, ce qui avait été bloqué depuis 1988. Vous avez eu tout dernièrement en fin 2022 les annonces qui ont été faites par le président de la République, qui ont été actées par par une amélioration significative donc des salaires. Mais au-delà donc des salaires, on pourrait peut-être dire que les fonctionnaires sont dans une proportion très faible comparativement à l'ensemble donc de la population de près de 30 millions donc d'habitants. Mais quand vous allez dans un autre cadre, par exemple, vous prenez au niveau de la santé. Mais nous sommes passés d'un taux de couverture sanitaire donc de 30% aujourd'hui à 80%. Mais ce sont des investissements importants qui ont été faits. Mais lorsqu'on améliore la couverture sanitaire, mais il est clair que c'est la redistribution de la richesse. Vous prenez par exemple au niveau de l'énergie, mais nous sommes passés donc d'un taux de couverture en énergie de 33% aujourd'hui à 95% avec un objectif de 100% en 2025. C'est le fruit de la richesse qui a permis qu'il y ait des investissements importants donc dans le domaine énergétique, dans le domaine des infrastructures pour améliorer le cadre de vie donc des populations. Donc il n'y a pas une formule mathématique pour redistribuer donc la richesse, mais il faut regarder ce qui est fait par l'État de Côte d'Ivoire en termes donc d'amélioration constante donc de la vie des populations, tel que le problème donc de l'emploi jeune qui est adressé avec toute l'énergie que le gouvernement déploie donc pour aider les jeunes donc à avoir des opportunités donc d'insertion. Mais c'est le fruit de la croissance. Quand on accorde près de 1118 milliards, donc de 2023 à 2025, mais ce n'est rien d'autre que la redistribution donc de la richesse qui est créée dans le pays. Et il a même parlé donc du taux d'inflation qui est faible, qui est l'un des plus faibles donc en Afrique de l'Ouest. Mais ce n'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. C'est parce que c'est la somme donc des mesures qui ont été prises par le gouvernement que nous avons réussi à maîtriser donc les prix et à avoir un taux de stabilité, donc un taux donc d'inflation plus stable que les autres pays qui nous entourent et au-delà de nous. Quand vous prenez par exemple au niveau des subventions. Monsieur Kokora, allez-y avec votre question. Voilà, donc je finis. Voilà, ok.
Donc, sur le taux d'inflation, par exemple, c'est plus de 1000 milliards, donc, qui sont consentis pour subventionner donc les denrées donc alimentaires les plus utilisées. Mais sur ma question, ce que je voudrais dire, c'est que c'est au niveau de la communication en elle-même. Est-ce que M. André Sylvain-Conan pense qu'aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux ne vient pas gréver donc le travail donc des intellectuels en termes donc de communication? Parce que davantage donc les populations sont plus orientées vers les informations des réseaux sociaux. Les débats sur les réseaux sociaux donc elles sont beaucoup plus contrôlés par non pas par des intellectuels, mais malheureusement ce sont ces personnes-là qui sont suivies. Et quand on regarde donc les cyberactivistes, donc qui sont un peu dans le bazar, mais cela montre très clairement que est-ce que les intellectuels aujourd'hui en termes de communication, on la voit qu'ils portent par rapport donc à la masse donc qui utilisent les réseaux sociaux. Donc voilà un peu ma question. Si j'ai été un peu long, je voudrais m'excuser. Merci M. Kokora. M. André, vous êtes libre de répondre ou vous voulez qu'on prenne une autre personne? On peut y aller. Je peux répondre rapidement. En ce qui concerne le premier point, c'était un commentaire. Évidemment, il est secrétaire national du RHDP, donc vous comprendrez que c'est normal qu'il ait cette position. Si c'était un secrétaire national du PPAC ou du PDCI, vous comprendrez aussi qu'il ait aussi une autre position. Donc ça, en général, je n'aime pas trop discuter les opinions parce que c'est pas constructif. Il estime que il y a des choses qui sont, d'ailleurs, j'ai pas dit autre chose, hein. Je dis que effectivement on peut mieux faire. Je pense que c'est aussi ce qu'il dit en rentrant dans les détails de ce qui a été fait. Voilà. Mais lui, il n'a pas parlé de ce qui n'a pas encore été fait. Donc, sur ce plan-là, je n'ai pas de commentaire particulier. Sur le deuxième point, je dirais rapidement que moi, je suis de ceux qui militent depuis des années pour que justement les intellectuels investissent les réseaux sociaux. Moi, je suis un journaliste, je suis un intellectuel, mais je laisse pas le champ justement à des activistes, à des web activistes, je dirais ça comme ça, des web activistes qui n'ont pas forcément toute la formation, le bagage nécessaire. Je ne laisse pas ce champ-là. Voilà. J'ai une page quand même qui culmine à près de 600 000 abonnés, une page Facebook. Je suis présent sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram et tout ça. Parce que justement, il ne faut pas abandonner ce champ au bas niveau. Voilà. Et malheureusement, de nombreux intellectuels, moi je le dis souvent aux journalistes, je leur dis non, vous devez utiliser les réseaux sociaux pour davantage promouvoir vos idées, vos opinions, vos écrits. Voilà. Là, par exemple, vous êtes sur, nous organisons cette émission sur Zoom. Voilà, c'est un exemple d'utilisation justement des réseaux sociaux pour la promotion du haut niveau. Donc, pour moi, les intellectuels, je répète, doivent davantage investir les réseaux sociaux plutôt que de les fuir. Ok. Allez-y, Monsieur Traoré Suleiman et Monsieur Niali se prépare, Monsieur Ibei plutôt se prépare. Allez-y, Monsieur Traoré Suleiman, vous êtes sur Zoom. Ok, allez-y. Allez-y, présentez-vous et allez-y avec votre question. Okay. Moi, l'état civil, c'est Mouloukou Suleiman Traoré. Je suis banquier de profession, banquier international. Alors, je voudrais juste intervenir et d'abord remercier Charlène pour l'opportunité qu'il nous a donnée d'échanger avec André Sylvain et dire ceci. Je crois que pendant cette période électorale, il faut faire un peu ce que feu le général Robert Guéhi disait, paix à son âme. Il faut encourager à avoir le bon ton. Il ne faut pas venir attiser les tensions qui sont déjà existantes pendant cette période-là, de la part de nos hommes politiques. On a vu sur les réseaux certains qui se plaignaient d'autres membres de leur propre camp du langage qui avait été tenu. Parce que comme le dit André, c'est important que nous nous intéressions à ce qui se passe chez nous en utilisant les réseaux sociaux. Moi, j'écoute souvent, je lis, j'essaie de m'informer et ça me permet d'être mieux situé sur ce qui se passe chez nous. J'ai eu la chance d'échanger avec un sénateur. Je vais poser une question rapidement, voir un peu la position de notre invité sur ce point-là. Mais avant, je voudrais dire que j'ai eu la chance de déjeuner avec un sénateur français qui était de passage ici pendant l'élection de mi-mandat
quelqu'un qui va très souvent en Côte d'Ivoire, il y a des affaires. Alors, donc, je voudrais dire que ce monsieur me disait que chaque fois qu'il va à Abidjan, il se rend compte qu'il y a une tension. Bon, c'est vrai, comme il a dit André, hein, les agrégats sont bons, mais les gens ne sont pas bien dans leur peau. Il dit qu'il a l'impression qu'il y a quelque chose qui est latent. Et ça, je le tiens de quelqu'un qui est un homme politique et qui dit français, dit des gens qui sont attachés à la Côte d'Ivoire. Ils aiment bien le pays, ils y vont souvent. Je lui ai dit oui, c'est vrai. Et ça me permet de dire qu'effectivement, le coût de la vie est assez élevé. Il y a d'énormes efforts qui ont été faits. Les salaires ont été débloqués. Il était bloqué pendant plusieurs décennies. Donc ça, c'est une très bonne chose. Mais quelque chose reste insuffisant. Les gens, et ça, ce taux d'inflation, c'est un peu partout, hein. C'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Il y a les mêmes problèmes aux États-Unis, il y a les mêmes problèmes dans d'autres continents, dans d'autres pays. Donc vraiment, mais il faut chercher à créer, il faut chercher à trouver des formules. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui le dit très souvent, les décisions qui sont prises dans les ministères, on ne va pas sur le terrain pour s'assurer que c'est effectivement appliqué. Et ça, c'est un souci majeur chez nous en Côte d'Ivoire. Il faut s'en assurer parce que moi, j'ai appris une histoire récemment et ça, je l'ai partagé avec une amie qui me disait que y a une dame qui donne à manger à ses enfants quelque chose de très épicé, avec beaucoup de piment, afin qu'ils puissent boire régulièrement de l'eau en mangeant pour être rassasiés, du moins sentir qu'ils sont rassasiés. Et ça, c'est maintenant. Alors, moi, je dis, à côté d'infrastructures qui impressionnent, quand vous avez des gens qui vivent dans des conditions comme ça, c'est difficile de préférer ces infrastructures-là à cela. Et puis, pour parler des infrastructures, je ne sais pas si André sera d'accord avec moi. Moi, je pense que les coûts sont pas proportionnels à ce que nous avons. C'est vrai, ça marche dans les pays où les gens sont pas des intellos, ou sont pas allés à l'école, ils comprennent pas, ils ne voient que ce qu'ils voient et puis c'est tout. Mais là, lorsque vous creusez un peu avec les déperditions qu'il y a dans notre pays, la corruption, ça fait que pour 1 kilomètre de route, peut-être que vous aurez bitumé, vous aurez pu peut-être en avoir 2 ou 3. Et ça, il faut qu'il y ait davantage de contrôle. Et ça, moi, ce sont des choses que je conseille parce que ça, on le sait au Fonds monétaire et à la Banque mondiale. Je voudrais demander à André, est-ce qu'il pense que avoir une justice équitable contribuerait davantage à améliorer la paix et la cohésion sociale? Merci, c'est une très bonne question. Je suis de ceux qui disent que la justice est vraiment le fondement. C'est par la justice que viendra le développement en Afrique. Vous voyez, le manque d'équité, la justice à deux visages, ce n'est vraiment pas fait pour renforcer nos acquis démocratiques non seulement, mais pour rassurer le citoyen. C'est d'ailleurs l'un des points que vous avez soulevé dès votre intervention, à savoir qu'il y a une sorte, le sénateur français, il n'a pas force, il a bien remarqué effectivement. En Côte d'Ivoire, si vous voulez, il y a comme une sorte de chape de plomb. Personne n'ose. On a l'impression qu'il y a une pesanteur quelque part, voyez. Et ça, c'est l'un des facteurs de cette pesanteur, de cette forme de chape de plomb, qui fait que il y a des soupirs, il y a des récriminations et autres. C'est justement parce que il y a un sentiment, je dis bien un sentiment de justice à deux visages, à deux vitesses. Et ça n'est pas bon, ça n'est pas bon. Voilà. Je suis absolument d'accord avec vous que quand il y aura davantage d'équité, en tout cas, le pays se portera mieux. Vous voyez, tout à l'heure, vous avez effectivement parlé des travaux et autres, mais je vais aussi prendre, moi j'ai fait un MBA en sciences politiques, précisément sur l'évaluation des politiques publiques, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, le projet sur l'évaluation des politiques publiques n'est pas encore adopté au Parlement. Donc, on a l'habitude de faire du contrôle. Contrôle dans nos ministères et autres, ils appellent cela contrôle et évaluation. Non, contrôle, il y a un autre terme, voilà. Mais on ne fait pas l'évaluation. L'évaluation d'un projet, par exemple, quand vous prenez par exemple un bitume qu'on doit mettre à Coquerenoux, évidemment, l'évaluation avant, l'évaluation pendant, l'évaluation après,
devrait donc nous permettre, de savoir si c'est vraiment utile pour les populations là, si effectivement pendant la réalisation, le kilomètre on a défini coûte qui a été programmé est effectivement cela, mais jusqu'à présent, la Côte d'Ivoire n'a pas cet outil. Voilà. Donc, c'est vraiment très important que on puisse arriver à adopter donc cet outil sur l'évaluation des politiques publiques. Moi, j'ai fait mon master, mon MBA sur ce sujet précis, et j'avoue que si jamais on arrive à établir donc une politique d'évaluation précise des politiques publiques, une politique précise d'évaluation des politiques publiques, eh bien, il y a beaucoup de déperditions qui seront supprimées, et il y aura un très fort taux d'absorption des projets qui vont davantage bénéficier aux populations. Évidemment, c'est un peu ce que j'appelle la répartition des fruits de la croissance qui n'est pas encore très efficiente. Voilà, c'est l'un des facteurs. Évidemment, je suis très d'accord avec vous sur le fait qu'il faut utiliser le bon ton, quand bien même le président Robert Gueye, le général Robert Gueye, à son temps, avait passé son temps à l'affirmer, mais ne l'a pas traduit dans les faits, puisque le bon ton consiste justement aussi à respecter les résultats dans les urnes. Ok, merci bien, Monsieur Silver. On va aller rapidement à Monsieur Ibéi, et Monsieur Niali se prépare. Après Monsieur Niali, Monsieur Ziriga. La sœur Balé, je ne sais pas si elle veut prendre la parole, vous êtes libre de le faire, entre M. Ibéi et M. Niali. Allez-y, M. Ibéi, rapidement. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend. Bonjour à tout le monde, aux auditeurs. C'est moi, c'est Laurent Ibéi. Je suis membre du PPACI, chargé du comité de contrôle aux États-Unis. Et je suis heureux pour l'invitation. Je suis aussi heureux d'être là pour écouter le frère, le journaliste M. Kona. Il a soulevé des réalités. Nous ne sommes pas sur le terrain là-bas, donc c'est toujours bien d'écouter les intellectuels qui sont sur le terrain pour nous donner leur appréciation de ce qui se passe là-bas au pays. Et je suis heureux, et je salue aussi tous les intervenants. Il y a eu, j'ai beaucoup aimé. Tout à l'heure, le dernier intervenant, il m'a volé mes discours en parlant de justice, parce que c'était exactement un de mes éléments, une de mes questions. Mais bon, je voudrais rapidement passer sur les agrégats économiques dont le journaliste M. Kona a vérifié tout à l'heure les aspects. Il a parlé de l'aggrégat économique au vert, mais il a aussi dit que bon, les Ivoiriens ne perçoivent rien. Et je pense que nous qui envoyons de l'argent tout le temps au pays pour nous occuper de nos parents, nous nous rendons compte de cela. Et les Ivoiriens ne perçoivent rien de cette économie au vert, et c'est une indication que l'économie ivoirienne est quasiment extractive. Voilà, que l'économie en Côte d'Ivoire bénéficie plus aux amis de la multinationale qu'aux Ivoiriens. Voilà, la cherté de la vie est une réalité, et tous ceux qui en parlent se voient menacés par la justice. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la justice est un élément très très important dans la construction de la paix et de la démocratie dans un pays. Alors qu'en Côte d'Ivoire, cette justice est vraiment laisse à désirer. Donc, il va falloir que, à ce niveau-là, les choses soient faites. Et cela ne peut pas se faire avec le gouvernement seulement. Et c'est tous les fils du pays qui doivent, je pense, s'asseoir et discuter vraiment de la situation de la justice en Côte d'Ivoire. Voilà. Maintenant, bon, concernant le thème de l'apport communicationnel des intellectuels ivoiriens, il faut dire que souvent nous galvaudons aussi le thème intellectuel, parce que nous appelons tous ceux qui sont diplômés des intellectuels, alors que en ce qui nous concerne, nous ne pensons pas que tous ceux qui sont diplômés ou ont des parchemins universitaires sont des intellectuels, parce que l'intellectuel, je pense qu'il y a effectivement la compétence, mais il y a aussi le courage pour être intellectuel. Voilà. C'est pour ça que, bon, nous avons beaucoup de diplômés, je le pense, en Côte d'Ivoire, mais nous n'avons pas de gens courageux pour vraiment regarder en face la situation de notre pays. On parle de journalistes, M. Kona parlait de sentiment de lourdeur, de chape de plomb. C'est un fait en Côte d'Ivoire.
Et pourquoi est-ce qu'il y a cette lourdeur presque psychologique chez les Ivoiriens malgré les agrégats économiques ouverts? C'est simplement parce que il y a une situation que les Ivoiriens veulent ignorer, c'est la situation de l'injustice qui prévaut en Côte d'Ivoire. Il y a eu en 2012 un massacre dans l'ouest du pays. On a fait croire que ce massacre était tellement ignoble, tellement impossible à tenir, qu'on a même refusé au nom de ces massacres, non seulement dans l'Ouest, mais dans toute la Côte d'Ivoire, au nom de ces massacres, il y a eu 10 fois le refus d'une liberté conditionnelle du président Laurent Gbagbo quand il était à La Haye. On lui a refusé cela parce qu'on dit que les crimes étaient graves. Aujourd'hui, il est libéré, il est acquitté, et personne n'est pas de ces crimes. C'est tout ça qui fait que l'atmosphère est lourde en Côte d'Ivoire. Il faut que la justice se fasse. La question est qu'est-ce que les races intellectuels qui sont en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à tous ces morts de 2010 et 2011? Ils n'en parlent pas. Il faut qu'ils en parlent. Est-ce que le journaliste, M. Conan, a une plateforme dans laquelle, ou bien des amis avec qui il parle de cette situation qui est effectivement une situation que les Ivoiriens doivent régler pour avancer. Si nous ne réglons pas cette situation, on ne pourra jamais avancer. Merci. Merci, M. Béni. Allez-y, M. Conan. Oui, bon, évidemment, comme je l'ai dit, voilà donc un membre du comité de contrôle du PPAC qui a une position contraire à celle du secrétaire national du RHDP, mais c'est ça aussi le débat démocratique. Alors, moi, je ne vois pas les choses du point de vue de qu'est-ce que les races intellectuelles en Côte d'Ivoire font. Je ne vois pas les choses de cette façon-là. Je suis de ceux qui disent que il faut que les combats par procuration cessent. Voyez-vous, en Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts au moins pendant la crise post-électorale. 3000. Cela veut dire qu'en réalité, si on estime que il y a au moins 10 personnes qui gravitent, voire plus même, autour d'une personne décédée, on a peut-être plus de 30 000 victimes. Mais où sont ces victimes? Les familles des victimes, qu'est-ce qu'elles disent? Quelles sont les associations qui se sont formées pour défendre les victimes? Parce que, voyez par exemple, ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu que des victimes, des associations de victimes, des groupes de pression se forment pour qu'il y ait justice, par exemple, pour les Juifs déportés et tout cela. Mais 3000 morts. Et puis, on a l'impression que ces 3000 morts n'avaient pas de parents, n'avaient pas de famille, n'avaient pas d'amis, n'avaient pas de connaissances. Moi, je ne vois rien. Je ne vois pas d'association de victimes. Je ne vois pas d'association de famille de victimes. Tu portes le combat. Je ne vois pas. Honnêtement, et moi, ça me donne de la peine. Parce que un intellectuel se lève chaque matin pour parler de ce qui s'est passé à Koko, à Korogo, en 2004, de ce qui s'est passé dans le Mont Peko, de ce qui s'est passé à Bobo, ou au marché de Doucouré, de Yopougon et tout cela, ne règle pas le problème tant qu'il n'y a pas de groupe de pression qui se forme autour de ces crises, de ces victimes, de ces morts, de ces violences. Aujourd'hui, par exemple, il devrait avoir une association de victimes, par exemple, je dis n'importe quoi, des femmes d'Abobo. Il devrait avoir une association de victimes de Dutroson, de Petit Djokwe, de Carrefour. Mais s'il y en a, où sont les personnes qui président ces associations? Quelles sont les activités qu'elles mènent? Qu'est-ce qu'elles font pour conserver les mémoires, pour ne pas que les gens oublient? Qu'est-ce que c'est? Voilà. C'est pas une affaire de race intellectuelle. C'est une affaire beaucoup plus structurée qui doit être faite. Il y a eu Amadé Ourémi, il a été jugé, c'est vrai, mais il a fait des victimes. Où sont les parents de ces victimes? Quelle réparation est-ce qu'elle demande? Il y a eu des enquêtes en Côte d'Ivoire, une commission, il y a eu, je crois, la commission d'enquête nationale qui avait été mise en place pour les victimes
les parents des victimes, les familles des victimes, depuis quand elles réclament, par exemple, la publication de ces rapports. C'est pas que nous, on en parle chaque jour, ne réglera pas le problème tant que les familles des victimes, des associations des victimes, elles-mêmes ne chercheront pas à mieux structurer leur combat. Et vous n'avez pas de la justice, vous avez entièrement raison. Je l'ai dit, la justice devrait davantage rassurer de nombreux Ivoiriens. Mais quand la justice ne rassure pas, qu'est-ce qu'il faut? Il faut justement qu'il y ait des groupes de pression pour amener la justice à davantage rassurer. Malheureusement, il n'y en a pas. En Côte d'Ivoire, on délègue tous ces combats aux journalistes que nous sommes. Moi, je suis constamment vous voyez là, j'ai décroché mon WhatsApp parce que je suis constamment accablé de questions, de complaintes, de plaintes, de tout cela. Oui, ça, qu'est-ce que tu dis? Oui, ça, qu'est-ce que tu comptes faire? Et à un moment, il faut que le combat par procuration. Ok, merci bien, M. Sylvain. Les amis, voilà ce qu'on va faire rapidement. M. Niali prend la parole, après M. Niali, M. Ziriga, et on va fermer avec Mme Picheri et Edith Balé qui est avec nous. Et c'est fini pour ce soir. Est-ce qu'on peut faire ça, M. Sylvain? Parce que votre trois questions en même temps. Ok, les amis, allons-y avec M. Niali. Peu de commentaires, allez-y directement aux questions. Un petit commentaire, mais question rapide. Allez-y, M. Niali, M. Ziriga se prépare. Ok, on va prendre M. Ziriga pour sauver le temps. On va revenir à M. Niali plus tard. M. Ziriga, votre micro ouvert. Oui, merci Charlotte. Merci Monsieur Sylvain Conan de répondre à nos différentes questions. Moi, je voulais d'abord parler des problèmes institutionnels que nous avions en Afrique francophone en général. Parce que les problèmes qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est aussi les mêmes qu'on a dans les pays comme le Sénégal, le Togo, où des pouvoirs sont installés depuis plus de 30 ans. Parce que tout à l'heure, j'ai écouté les différents développements. Mais tous ces développements-là dépendent de quelque chose. Ça dépend en général de l'institution même qui est en place, c'est-à-dire nos constitutions. Après les indépendances, on a tous choisi, la plupart des pays francophones ont choisi des régimes présidentiels. Mais quand tu regardes à l'intérieur de ces régimes présidentiels, tu regardes le système politique, on voit, c'est toujours évident, il n'y a pas de véritable indépendance entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. L'exécutif a toujours le dessus sur le législatif et le judiciaire. Donc, dans un tel contexte, le système est déjà biaisé. On a eu des pouvoirs, après, il y a eu Bédié, il y a eu Gbagbo, et il y a eu une constitution qui avait été mise en place, qui avait été votée à plus de 80%. Mais quand tu regardes le contenu de cette constitution, elle ressemblait plus ou moins à la constitution précédente. La seule chose qui avait changé, c'était la limitation des mandats et puis, comment on appelle ça, et puis la durée de l'âge. Mais dans le fond, on n'a pas réglé le problème d'indépendance entre les différents trois groupes. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays francophones, on a un problème. Parce que, comme Sylvain l'a dit, l'intellectuel ou le journaliste, il peut donner son point de vue, mais il n'a pas le pouvoir de changer les choses. Donc, pour changer les choses, il faut prendre le pouvoir. Mais comment on prend le pouvoir? Aujourd'hui, on regarde dans la plupart des pays francophones, d'abord, quand tu regardes le découpage électoral, il est biaisé par ceux qui sont au pouvoir, puisque c'est les mêmes qui organisent les élections. Quand tu regardes les listes électorales, c'est le même problème qui existe. Il est aussi biaisé. Donc, la prise de pouvoir est déjà garantie. Donc, on a le contrôle de l'Assemblée nationale et du judiciaire. C'est le président de la République qui nomme le ministre de la Justice. Ça, c'est dans la Constitution. Et c'est lui qui a le dessus sur le pouvoir judiciaire. L'Assemblée nationale, on voit un peu le découpage électoral, on voit les listes. Donc, c'est biaisé d'avance. Donc, dans un tel contexte, rien n'est pas changé. Tant que les pays francophones ne comprennent pas que les trois pouvoirs-là, quand je parle d'indépendance, je parle de en tant que tel, c'est-à-dire, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de conflit d'intérêt entre celui qui dirige, par exemple, la structure et le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. C'est ce qui s'est fait ici aux États-Unis. Malheureusement, nous, on n'a pas ça. Et puis, on veut créer le beau temps dans un tel contexte. C'est pas possible. Donc, pour moi, il faut d'abord militer pour qu'on change nos constitutions, pour donner des vraies constitutions qui ont des vraies indépendances. Aujourd'hui, on voit, dans la plupart des pays francophones, on regarde le Mali, le Burkina, il y a des coups d'État. Finalement, on ne sait plus si les coups d'État militaires sont à condamner ou bien si les coups d'État civils sont appréciés, on ne sait pas. Donc, tout est à géométrie variable dans nos pays francophones. Donc, il faut résoudre le problème même des institutions, même en tant que tel, avant même de parler de quoi que ce soit. Tout à l'heure, il a parlé des victimes comment on appelle ça, de la guerre dans les régions là. Mais les victimes ne peuvent pas s'exprimer. On a vu, lorsque Laurent Gbagbo était au pouvoir, on a vu des ONG internationaux comme Amnesty International, Human Rights Watch, ils étaient sur la Côte d'Ivoire, ils s'exprimaient, ils disaient tout. Mais aujourd'hui, bizarrement, depuis qu'on a ce régime en place, toutes ces institutions ont disparu. Personne n'est pas. Donc aujourd'hui, les Ivoiriens même, des fois, leurs parents, ils ont peur. Parce que le système n'est pas garanti. Il y a ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Hier, ils ont parlé de démocratie, les valeurs dont vous avez développé aujourd'hui. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui se sont compromis avec eux. Mais aujourd'hui,
Ces mêmes Ivoiriens-là, regarde, ils trouvent que c'est normal parce qu'ils sont au pouvoir, ils profitent personnellement. Donc voilà un peu tous les problèmes qu'on a. Moi, je pense que si on résout le problème institutionnel, on a de véritables institutions en Côte d'Ivoire, parce que c'est dans tous les pays francophones, on verra les véritables changements et on pourra parler de développement économique. Tout à l'heure, on a aussi parlé d'agrégat économique. On a parlé du panier de l'aménager. Mais je suis désolé, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, quand tu regardes le panier de l'aménager, c'est pas un agrégat économique, c'est une illustration pour voir la réalité de ton pouvoir d'achat par rapport au prix. Combien de biens tu consommes d'une période à une autre. Quand les prix augmentent, le pouvoir d'achat diminue, ça veut dire que la quantité de biens que tu consommes au temps T1 et la quantité de biens que tu consommes au temps T2 va diminuer. Ça veut dire que pour maintenir ton pouvoir d'achat, ton revenu doit augmenter dans la même proportion que les prix. Ici aux États-Unis, par exemple, après le Covid, il y a eu un taux d'inflation qui a flambé. Donc, le gouvernement américain, qu'est-ce qu'il fait avec le gouvernement, avec les institutions fédérales monétaires? Ils ont une politique monétaire qui est en place. Et chaque mois, on fait des évaluations. On a des statistiques pour voir effectivement si les prix diminuent. Ne serait que mercredi passé, lorsque le gouverneur fédéral est sorti pour parler de la politique, oui. Allô? Oui. Ok. Donc, par rapport à ce que j'ai développé, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on change véritablement nos institutions, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif, et il y a un rapport indépendant et un rapport vrai entre ces trois pouvoirs, est-ce que vous ne pensez pas que nos pays africains, francophones surtout, vont commencer à connaître leur véritable développement? Parce que s'il n'y a pas de séparation vraie, effective, tout ce qu'on dit, le développement sera à queue leu. C'est-à-dire, c'est approximatif, chacun selon son bord politique va donner son opinion, c'est tout à fait normal, c'est la parole, mais les choses ne vont pas changer et les coups d'État militaires vont prospérer. On ne saura pas si les coups d'État militaires sont mieux que les coups d'État civils, mais dans tous les cas, ça tue la démocratie. Voilà ma question. Ok, merci. Vous voulez que je réponde en même temps? Si vous voulez, sinon j'allais prendre M. Niali rapidement. Non, je préfère qu'on aille directement, vu que ça risque de se... Oui. Alors... Ok, M. Niali, allez-y rapidement, allez-y avec votre question. Ok, rapidement, je vais des commentaires, mais comme on est pris par le temps, là, je vais épargner notre invité. Je me souviens conseiller de mes commentaires, là, parce qu'il a dit des choses assez intéressantes. Mais moi, je vais revenir un peu sur... de thématique du jour, en ce qui concerne la communication et les réseaux sociaux. Moi, j'ai un sentiment que, et ça, M. Sylvain va me contredire là-dessus, j'ai l'impression que les réseaux sociaux ont plus le pouvoir sur la communication, sur les journalistes qui ont fait des études dans ce sens-là. Pourquoi je dis cela? Quand il y a un fait qui se passe dans la société, hier en temps normal, on les attend sur les réseaux sociaux, par le blogueur et tout. Mais c'est après que les journalistes viennent confirmer que ce qui était rumé, ce qui était dans les réseaux sociaux, était une réalité. Ah, ça, je n'ai jamais compris ça. Est-ce qu'on a peur? Et c'est pour ça que le camarade il disait le courage intellectuel. C'est ça. Il faut avoir ce courage intellectuel-là. Et il y a un fait dans la société, il faut le dire avec véracité, une fois que il faut l'annoncer officiellement, il faut le dire officiellement. Et cela attire les gens, la population, vers les presses accréditées pour avoir les nouvelles. Mais on oublie d'aller prendre les nouvelles sur les réseaux sociaux. Parce que notre presse, en général, on peut donner l'information. Et ça, le problème. Et ça, c'est mon opinion dessus. Et je ne sais pas si vous pouvez contredire cela. Parce que jusqu'à présent, il y a des faits qui sont passés en Côte d'Ivoire et on n'a plus que les informations que sur les réseaux sociaux. Avant que la presse, des journalistes formés dans ce sens-là, puissent relever l'information. Je m'arrête là. Je vous remercie. Oui, M. Niali. Voilà, je pense qu'on va se boucler avec Mme Picheri et Edith Ballet. Allez-y. Merci beaucoup, Charlène. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, André. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Comme on est pris par le temps, je vais aller directement à ma question. En fait, est-ce que M. Conan pense que avec les organes que nous avons actuellement pour organiser les élections, la CEI dans la composition qu'elle a, le Conseil constitutionnel dans la composition qu'il a, est-ce que ces deux organes-là sont suffisamment crédibles pour qu'on ose espérer avoir des élections apaisées maintenant et en 2025? Parce que toutes nos crises sont électorales et à la base, il y a ces organes-là. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Je vais commencer par la question de M. Niali. En fait, très souvent, de nombreuses personnes résument la presse à la RTI. Voilà. Ce qui fait que quand la RTI n'a pas parlé d'un sujet, on estime que la presse refuse de parler de tel sujet. Non, moi je regarde vous prenez par exemple, sans faire de publicité, mais quand vous prenez par exemple un média comme NCI
ils ont des sujets très intéressants d'actualité qu'ils traitent dans leurs journaux. Voilà. Et quand vous prenez par exemple la presse privée, nous par exemple, moi je suis le fondateur du journal Ivoire Hebdo et du site d'information en ligne afriquesoir.net, je ne vois aucun sujet tabou que afriquesoir.net refuse de traiter. Sauf que de nombreux Ivoiriens estiment que comme la RTI n'en parle pas, donc les médias n'en parlent pas. C'est pas vrai. De l'autre côté, oui, il y en a qui préfèrent aller s'informer sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ne sont pas des médias. Voilà. Des gens payent juste leur passe pour s'arrêter sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas des médias. Quand il y a une information, il faut chercher les sites par exemple référents, des sites de référence pour savoir ce qui se passe. Nous aujourd'hui, Afrique Soir, on couvre l'actualité au Niger, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali et autres, et on traite l'actualité. Je vois pas de sujets tabous sur lesquels on ne s'exprime pas. Bien sûr, de nombreux médias en Côte d'Ivoire sont partisans, de sorte que quand ils sont d'un côté, ils préfèrent fermer les yeux, de l'autre côté aussi, ils préfèrent louer. Mais nous sommes des médias parfaitement indépendants. Donc, c'est ce que j'aimerais dire sur ce sujet. Sur le sujet, sur les sujets de M. Zeriga, non. En fait, il y a eu, souvent j'entends cela, à savoir que Human Rights Watch, Amnesty International et autres ne s'expriment plus. Non, c'est tout à fait, c'est pas vrai. Ces organisations continuent de publier des rapports sur la Côte d'Ivoire qui ne sont pas du tout des rapports élogieux. Sauf que on est dans un contexte différent. Avant, il y avait la rébellion. Et donc, il y avait des crises, des crimes, tout cela, presque chaque mois, des deux côtés et autres. Donc, il y avait beaucoup plus de tensions, beaucoup plus de fantasmes, on va dire ça comme ça, autour des rapports des organisations internationales. Mais ces organisations internationales que vous citez continuent de produire des rapports sur la Côte d'Ivoire. Sauf que je ne suis même pas sûr que vous-même vous partez sur les sites de ces organisations pour relever certains méfaits qu'ils ont relevés eux-mêmes. Évidemment, eux, ils publient leurs rapports, il appartient aux citoyens de les commenter ou non. Donc, il y avait beaucoup plus de fantasmes autour de ces rapports hier, mais moins aujourd'hui. Non, du fait de ce qu'il n'y a pas de rapport, mais parce que il y a moins de fantasmes, moins de pression autour de ces rapports. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Concernant l'indépendance des institutions les unes des autres, je suis absolument d'accord avec vous. Mais je pense que nos pays, souvent aussi, on estime qu'en Afrique francophone, il y a beaucoup de mépris ou de méprise concernant la violation des tests, mais en réalité, c'est parce que on suit davantage l'actualité de ces pays. Sinon, dans les pays anglophones aussi, il y a beaucoup de choses. Par exemple, je prends le cas, par exemple, du président Buhari, qui avait suspendu le président de la Cour suprême en 2019. Vous voyez, ça, par exemple, si c'était une décision qui avait été prise dans un pays francophone, il y aurait eu tellement de tollé parce que c'est ce qu'on appelle la loi de la proximité. On est beaucoup plus proche des pays francophones que des pays anglophones. Par exemple, lors des dernières élections, il y a eu des morts au Ghana. Mais là, on n'en parle pas trop parce que c'est un pays anglophone. Voilà. Il n'empêche, on constate qu'il y a beaucoup plus d'instabilité politique dans les pays francophones que dans les pays anglophones. Davantage parce que, évidemment, effectivement, la France a encore ce rôle paternaliste que ne joue pas, par exemple, la Grande-Bretagne dans ses anciennes colonies. Là-dessus, on est vraiment d'accord. Mais je pense que très souvent aussi, on accuse la France. Regardez ce qui s'est passé au Niger. Au Niger, on a un général guidé par son ego personnel qui, le président élu, n'a commis aucune faute constitutionnelle, n'a pas cherché à modifier la constitution, n'a pas cherché à faire un troisième mandat, a été élu démocratiquement, n'emprisonne pas ses opposants, ne masse pas les meetings, n'interdit pas les meetings, rien de ça. Tout simplement parce que il a entendu que le président voulait le dégager de son poste, chef de la garde présidentielle, il allait faire un coup d'État. Donc, malheureusement, c'est difficile tant que on va mettre tous les tests possibles. Regardez par exemple ce qui s'est passé en Guinée. En Guinée, il était écrit noir sur blanc que la Constitution, certains points de la Constitution ne pouvaient pas être révisés. Mais qu'est-ce que le président Condé a fait? Il a mis de côté la Constitution. Au Bénin, il a écrit que la forme constitutionnelle des deux mandats, c'est-à-dire qu'un président élu
de son vivant, ne peut pas faire plus de 2 mandats. Mais je vous assure, le jour où Patrice Talon voudra rester au pouvoir, il va trouver la formule pour mettre tout ça de côté, malgré le fait que c'est écrit dans la Constitution. Et donc, en réalité, c'est l'acceptation du jeu démocratique, l'acceptation du renforcement des acquis démocratiques. C'est ce qui manque en Afrique. Parce qu'on va écrire les plus belles phrases dans nos constitutions tant qu'un président élu se sentira suffisamment fort pour mépriser ces textes, mais on reviendra toujours en arrière. On aura beau écrire les meilleurs textes possibles tant qu'un militaire, regardez ce qui se passe au Mali. Bientôt 3 ans que le président, le colonel Assimi Goïta est là. Pas une seule ville n'a été libérée de l'emprise djihadiste. Pendant que le prétexte de son premier coup d'État, c'était la situation sécuritaire. C'est devenu un peu la mode situation sécuritaire. Bientôt 1 an, parce qu'il a pris le pouvoir en septembre 2022, bientôt 1 an que le capitaine Traoré est au pouvoir au Burkina. Il a pris le pouvoir des mains d'un autre militaire sur la base toujours de la situation sécuritaire. Il avait donné 5-6 mois, je reprends bien ces mots, 5-6 mois pour rétablir la sécurité, mais bientôt 1 an qu'il sera là et les réfugiés continuent d'affluer. Voilà. Et donc, on va écrire tout ce qu'on veut possible. Mais tant qu'en Afrique, nous-mêmes, nous n'intégrons pas que nous devons renforcer nos acquis démocratiques, ce sera vraiment difficile. Et ça passe par la conscience populaire, la conscience des masses. Nous ne devons pas. Aujourd'hui, par exemple, pourquoi est-ce que vous pensez que ce qui se passe en Afrique, un militaire français, allemand et autres n'est pas tenté par cela? Si, mais parce que les masses elles-mêmes n'accepteront pas. Voilà, personne ne va aller répondre à la convocation d'un président putschiste en Europe parce que les masses ont intégré que ça n'est pas possible. Mais nous, en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On applaudit. Voilà, et bien au contraire, ceux qui n'applaudissent pas les putschs sont ceux qui sont mal vus par leurs propres concitoyens. Mais enfin, chaque peuple mérite ses dirigeants. Et donc, je pense effectivement que vous avez raison. Il est important qu'on définisse des balises. On définisse des balises sur la séparation des pouvoirs. C'est vraiment important. Mais, encore une fois, il faudrait que ceux qui sont nommés pour faire respecter cette séparation des pouvoirs ne passent pas dans tous les sens. Moi, c'est pourquoi j'ai apprécié, par exemple, quand le président Francis Vaudier sentait que c'était un peu difficile, il a préféré démissionner et partir, plutôt que de produire des décisions comme on a vu par exemple en 2020 avec le président Mamadou Koné. Voyez, mais c'est écrit noir sur blanc que le Conseil constitutionnel, normalement, mais sauf que les hommes ont décidé de faire selon leur entendement. Donc c'est à nous vraiment, surtout les masses, de mettre suffisamment la pression sur les décideurs pour que ces choses-là puissent se faire selon les règles. Alors, Chérif Balé, vraiment merci pour la question et surtout je vous félicite vraiment. Je ne cache vraiment pas le fait que je vous soutiens dans vos actions et parce qu'il faut beaucoup de courage, surtout dans le contexte marqué par une force masculinité en Afrique. Je salue vraiment votre courage. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et moi, je suis de ceux qui disent que il faut criminaliser la fraude électorale, la tentative de fraude électorale, y compris pour les organisateurs des élections. Parce que bien de crises sont nées de ce que les organisateurs des élections eux-mêmes n'étaient pas propres. Vous avez vu par exemple en 2010, on a vu des scènes de déchirage de PV et autres. Et donc, les organisateurs des élections, c'est bien la CIE. C'est bien aussi le Conseil constitutionnel qui ne rassure pas. Voilà. Et ça, tant que, on dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas attaquables. Mais pourquoi? Pas parce que le Conseil constitutionnel peut prendre n'importe quelle décision, non. Parce qu'on estime que les décisions prises par les magistrats, les membres du Conseil constitutionnel, sont empreintes de sagesse absolue. Dans l'absolu, on estime que ce sont des sages. De sorte que quand le sage a décidé, il n'y a plus de recours possible. Mais malheureusement, on constate que très souvent,
en tout cas, pour certains cas, le juge constitutionnel a marqué de sagesse. Ce n'est pas moi qui le dis. On a vu un président du Conseil constitutionnel qui a dit être possédé par le diable. Voilà. Et récemment, on a vu aussi le président du Conseil constitutionnel qui est parti, qui a dit que avec ou sans la décision du Conseil constitutionnel, il y aurait eu des crises. Je ne sais pas si il a mesuré les conséquences, je vais dire, de ce qu'il a dit. C'est-à-dire que lui, qui est chargé donc de prendre des décisions dans le sens de l'apaisement, il estime qu'avec ou sans sa décision, il y aurait une crise. Je ne sais pas s'il a compris, il a vraiment mesuré ce qu'il a dit, mais il le pensait malheureusement. Et donc, je suis d'accord que la Commission électorale indépendante doit vraiment réformer, mais profondément, et que le Conseil constitutionnel doit être aussi dirigé par des hommes qui ont le devoir d'ingratitude. Tu peux dire non au président, non à un ministre, non à un député, non à un dirigeant de parti d'opposition parce que sa décision est empreinte de sagesse. Okay. Dieu nous donne la bonne compréhension. Merci bien, M. Silver. M. Silver, est-ce que je peux vous demander une faveur de 1 minute? Oui, allez-y. M. Silver, permettez que M. Diallo intervienne en 2 minutes rapidement, s'il vous plaît. Bonsoir, Charlène. Alors, sans plus tarder, je viens d'écouter très rapidement votre invité, mais je suis pas d'accord sur certains points qu'il a soulevés, concernant notamment le régime du président Bazoum qui vient d'être évincé. Bon, parce que en réalité, moi, je ne dis pas que ceux qui sont venus, n'est-ce pas, nouvellement au pouvoir, ceux qui l'ont évincé sont des blancs-seings. Mais je dis que il y a des choses qu'il faut éviter dans la gouvernance d'un État. Parce que lorsque l'invité dit que, disons sous le régime du président Bazoum, il n'y a pas ceci, il n'y avait pas cela ou non. Parce que je ne sais pas s'il sait combien de journalistes, combien d'hommes politiques sont emprisonnés au niveau du Niger. Et Bazoum a tellement corsé les choses qu'il était impossible même pour la presse de critiquer le pouvoir d'État, qui n'osait pas. Lorsque les gens disent que, en fait, comment dirais-je, les gens, la société civile ou disons, les populations n'ont pas réagi rapidement par rapport à l'approbation de ce coup d'État-là. Mais ce n'est rien d'autre, c'est parce que pour l'instant, ils n'y croyaient pas non seulement, et deuxièmement, personne ne voulait se faire prendre dans le cas où Bazoum serait rétabli dans ses fonctions. C'est surtout ça la peur, parce qu'il a fait régner réellement la terreur au niveau du Niger, et c'est ça. Bon, maintenant, quant à dire que, bon, il n'y avait pas certains facteurs qui pouvaient militer en faveur de la mise d'un coup d'État, mais je dis que lorsqu'un chef d'État s'assoit et tente, n'est-ce pas, d'abattre le moral de ses troupes en disant que les terroristes sont plus forts que son armée et même les armées de la sous-région, mais ça, c'est des propos très, 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 très graves qu'il me permettent de lui dire cela. Un chef d'État qui le fait n'a même plus sa raison de rester encore au pouvoir. Parce qu'un État, c'est aussi l'armée. Mais lorsqu'on se permet de rabattre le moral de son armée comme ça, pour un pays qui se dit être en guerre contre le terrorisme, mais je dis que c'est d'une gravité extrême. En fait, je n'ai pas de question, c'est-à-dire que j'ai voulu intervenir, mais pour dire ce que je pense de cette situation-là, bon, c'est un peu trop long à développer, mais comme il n'y a pas tellement de temps. Merci bien, Charlène, merci à votre invité. Merci. Monsieur Sylvain, lui, c'est Monsieur Diallo. Voilà, il est né en Côte d'Ivoire, mais il est d'origine burkinabé. Non, alors, je pense que, en dépit de ce qu'il y a, bon, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément, mais pour moi, tout ça ne justifie pas la prise du pouvoir parce que c'est comme si je venais et puis je disais, bon, Monsieur Diallo, écoutez, hier, il y a eu une bagarre avec votre épouse, vos enfants, ils ont crié un peu trop parce que ils estimaient qu'ils n'ont pas mangé à l'heure. Ok, donc je vous vire de votre maison. Et puis non, la réalité, c'est que le général qui a pris donc le pouvoir, Tchani, estimait que il pouvait être déchu de sa fonction de chef de la garde présidentielle. C'est ça le fond du problème. C'est un peu comme un dîner Doumbouya qui a donc le colonel Doumbouya qui a donc maquillé sa prise du pouvoir. C'est toujours ainsi. En fait, dès on cherche à prendre le pouvoir ou on prend le pouvoir, on cherche des arguments pour les présenter au grand public. C'est tout. En ce qui s'est passé, par exemple, en Guinée,
C'est bien parce que il y avait des rumeurs d'arrestation de colonel Doumbouya qu'il est passé à l'offensive. Autrement, cette affaire de troisième mandat, c'était bien devant lui quand le président Condé partait pour son troisième mandat, il ne disait rien du tout. Donc, tant qu'il n'y avait pas de menace de limogeage du général Tchiani, il n'y aurait pas eu de coup d'État. Mais un coup d'État, je veux dire, on ne prend pas en otage un pays, on ne prend pas un pays du fait de ce que son orgueil, son ego personnel a été bafoué. Dans ce cas, je vous assure, autant de millions que nous sommes en Afrique, on cherchait à prendre toujours le pouvoir parce que nous avons notre ego qui est toujours bafoué, nous avons notre orgueil qui est toujours bafoué, aussi bien par les dirigeants que par souvent leurs opposants. Donc, on ne prend pas le pouvoir pour ça. Je suis vraiment désolé, mais on ne va pas continuer à faire ça. On ne va pas continuer à justifier ces choses-là. Écoutez, c'est vrai qu'il a pu avoir des écarts de langage, mais cela ne justifie pas du tout. Je veux dire, c'est trop facile de trouver des prétextes après un coup d'État. C'est facile. On connaît tous l'adage, qui veut noyer son chien, l'accuse des rages. Pour prendre par exemple l'exemple de Pelcheri Balé qui a été arrêté. Aujourd'hui, n'importe quel dirigeant africain, tu veux vous arrêter, trouvera les explications pour les présenter au grand public. C'est la même chose pour les putschistes. Voilà. Donc, non, on ne peut pas critiquer des pouvoirs. Tu trouves des prétextes pour mater leur population et en même temps adhérer à des explications que des putschistes utilisent pour renverser des pouvoirs. On ne peut pas. Restons vraiment dans les principes. Et le principe, c'est que il faut arrêter les coups d'État sont une entorse à la démocratie et surtout au développement parce que c'est ce que de nombreux Africains ne comprennent pas et n'arrivent pas à cerner. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer au Niger, c'est que si le général Tchiani reste au pouvoir avec ses hommes, tout ce qui est projet de développement financé par les mécanismes de la CEDEAO, donc la BCEAO, donc l'UEMOA et tout sera gelé. Tout ce qui est projet financé par des mécanismes de l'Union européenne seront gelés. Idem pour les États-Unis. Et donc, on est parti pour un bon moment de frais du développement. Quand vous partez en Guinée, vous partez au Mali, vous partez au Burkina aujourd'hui, le développement s'est arrêté. Voilà, et donc, on explique le retard sur le développement de nombreux pays en Afrique par justement ces coups d'État à répétition qui freinent les projets. Et tant qu'on n'intègre pas cela et qu'on est dans des histoires d'ego, moi j'entends souvent, c'est bien fait pour eux parce que dans tous les cas, c'est un suppôt de la France. Voilà des explications. Tu peux motiver qu'on retarde un pays, mais c'est surréaliste. Donc, non, moi je pense qu'il faut aller plus en profondeur. Le temps n'est vraiment plus au coup d'État et surtout le temps ne devrait pas être à l'adhésion au coup d'État. Dieu nous donne la bonne compréhension. Merci bien, M. Sylvain André Conan. Vous allez aller avec votre mot de fin. Rapidement, avant, chers amis auditeurs, donc rendez-vous est pris ici encore pour demain à 15h, heure de New York, et ça va faire 20h, heure du Portugal, pour recevoir notre frère Léopold VII Aboki, qui est le fondateur d'un nouveau parti politique ivoirien qui est Alternative Nouvelle. Demain à 15h, connectez-vous et son thème c'est bâtir un État nouveau. Rendez-vous est pris ici demain à 15h, ok les amis? Et le samedi prochain, nous allons recevoir Monsieur Tefou Koné du GPS qui se présente en candidat indépendant. Voilà, et voilà. Son thème est très coriace et je vais vous envoyer les informations. Donc, c'est un peu ça notre agenda de ce qui va se passer pour la suite des événements. Allez-y, M. Sylvain, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation et merci surtout pour ce long temps que vous nous avez donné au lieu de 45 minutes. Nous vous sommes infiniment reconnaissants. Merci pour votre impartialité et pour votre altruisme intellectuel. Allez-y pour votre mot de fin. Merci beaucoup, Charlène. Je remercie Mine Radio. Je remercie aussi tous ceux qui ont participé à cette émission. Tous ceux qui ont contribué justement aussi aux échanges. Ça a été très instructif. C'est l'Afrique dont on rêve, l'Afrique du haut niveau, l'Afrique de l'argumentation, l'Afrique de l'acceptation des idées des autres, des opinions des autres, l'Afrique de la tolérance et que Dieu nous donne la bonne compréhension. Voilà qui est bien dit, hein, que Dieu nous donne la bonne compréhension.
Merci à vous tous auditeurs qui vous êtes connectés nombreusement pour écouter depuis Zeno en passant par la conférence call et nos amis de Zoom. Vraiment merci pour votre coopération. Rendez-vous est pris avec Picherie Ballet aussi le 6. Voilà, maman Picherie, tu vas ouvrir ton micro, nous donner ton agenda, faire ton annonce rapidement avant qu'on le coupe. Ou bien voilà, allez, vas-y. Merci Charlène. Non, c'est juste de dire aux auditeurs qu'on a rendez-vous tous les premiers dimanches du mois. Depuis environ 3 mois, c'est ainsi. Donc le dimanche 6 août à 18h, de 18h à 19h30, nous nous retrouvons pour parler de l'actualité du pays. Et nous allons poursuivre sur le thème qu'on avait abordé la dernière fois, notamment pacte de la corruption sur le développement économique. Nous allons boucler ce thème-là avec le même invité, Monsieur Mouloukou Traoré Suleiman. Voilà, merci beaucoup et bon week-end. Donc, c'est le dimanche 6. Voilà, dimanche 6 à 18h d'Abidjan. Donc, merci à tous. Dormez tous très bien ce soir et bonsoir chez vous. On n'aime pas les hypocrites, non. On n'aime pas le double discours, non. On n'aime pas bande de gars gentils, non. On n'aime pas de partout par. Y'a la